Salut, moi c'est Nicolas Lespinasse, je suis CEO et cofondateur de Abi. Notre mission chez Abi, c'est d'accompagner les entrepreneurs indépendants dans la création, la structuration et évidemment le développement de leur activité. On travaille avec tout type d'indépendants, on est ultra agnostique. Par contre, effectivement, on ne travaille qu'avec les indépendants. Notre mantra, c'est de dire qu'aujourd'hui, un indépendant en France, quelle que soit son activité, quels que soient ses besoins, il va avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Facturer ses clients, faire payer ses clients, faire sa comptabilité, ses déclarations, gérer ses projets, et j'en passe. Aujourd'hui, un indépendant est obligé de cumuler un certain nombre d'abonnements et donc de payer un certain montant chaque mois pour pouvoir utiliser ces outils, structurer et développer son activité. Il paye cher et au final, il utilise 5-10% des fonctionnalités qui sont à sa disposition. Et bien chez Abi, on s'est dit qu'on allait prendre justement ces 5 à 10% de fonctionnalités qu'il utilise, on les met au même endroit et on crée une expérience la plus exceptionnelle possible. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on développe une application qui est basée sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, et c'est la base, le besoin initial, facturer ses clients, faire rentrer de l'argent. Et donc évidemment, ça passe par la création des différents documents, devis, factures, avoirs, acomptes, et j'en passe, mais aussi par des moyens de paiement, une facturation qui peut être récurrente, éviter de s'embêter tous les mois à envoyer ses factures, et évidemment la relance automatique des clients pour ne plus jamais passer à côté d'une facture impayée et s'assurer même d'être payé dans les temps. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est comptabilité et déclaration. Le truc dont personne n'a envie de s'occuper. Et donc là, l'idée, c'est d'automatiser au maximum, depuis le compte bancaire, depuis les factures, la remontée des données, pour qu'on soit en capacité d'automatiser le plus possible l'intégralité de la comptabilité de l'indépendant. Et à la fin du mois ou du trimestre, déclaration de TVA, déclaration URSSAF prête. Et puis le troisième module, et pas des moindres, c'est tout ce qui est gestion de projet, productivité. On a voulu créer un module complet qui permet à n'importe quel entrepreneur d'inscrire ses projets, ses commandes, de gérer ses différentes tâches, de suivre son temps. Et toujours pareil, en un clic, j'envoie une facture à mon client, il y a le moyen de paiement qui est directement dedans. Mon client me paye, c'est automatiquement transvasé dans ma comptabilité, enregistré dans mon chiffre d'affaires à déclarer, et le tour est joué. À la fin du mois ou du trimestre, j'ai une petite notification qui me dit que tout est prêt. Alors en réalité, derrière Abi, on est 4 cofondateurs. Alors aujourd'hui, effectivement, on est associés, mais historiquement, on est amis, et amis très 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 proches. Et je dirais même que c'est notre plus grande force aujourd'hui. En fait, on s'est rencontrés à l'école, en école d'ingénieur, première année. Je dirais que ça nous a pris à peu près 1 mois ou 2 maximum pour comprendre qu'on allait passer une bonne partie de notre vie ensemble. Cette même mentalité d'aller toujours systématiquement plus loin, de voir plus, de vouloir plus, d'apprendre par soi-même, de ne pas attendre qu'on nous donne des ordres, des lignes directrices. On était nous-mêmes ultra proactifs, on avait envie de créer. Si bien qu'en fait, dès la première année, on a commencé à travailler sur nos propres projets et même nos propres clients. Puisque j'ai déjà créé ma propre activité d'indépendant au moment où je rentre à l'école d'ingénieur. Celle de mes associés va suivre très rapidement dans l'année qui va suivre. Et d'ores et déjà, on a commencé à travailler pour des clients. Alors au début, du bouche à oreille, on essayait des choses. On a vendu des trucs plus ou moins intéressants, en tout cas pour nous. Mais c'est ce qui nous a permis de faire nos premières armes et surtout de travailler ensemble. On s'est arraché la tête sur les 8-9 dernières années, même avant Abi, pour travailler du mieux possible, de faire en sorte que la satisfaction de nos clients soit toujours la plus avancée possible, parce qu'on a toujours eu ce truc du travail bien fait, d'avancer ensemble, de réaliser des beaux projets, de faire les choses à fond en fait concrètement. Et en fait c'est vraiment cette mentalité qui nous caractérise. On cherche toujours à aller plus loin, à être plus fort, à s'améliorer. On adore travailler en équipe. Et donc inévitablement, ça nous bénéficie plutôt pas mal aujourd'hui.
L'idée d'Abby nous est venue à un moment charnière dans notre vie d'entrepreneur. On venait de passer 8 années à faire de la prestation de services. Concrètement, on développait des applications web et mobiles spécifiques pour nos clients. Et puis en fait, après tant de temps à travailler, vendre notre temps, vendre de la prestation à proprement parler, livrer des produits qui étaient faits, on a nourri vraiment cette frustration déjà de ne pas travailler sur les autres aspects des produits qu'on était capable de livrer, sachant qu'on a eu quand même quelques très gros clients qui aujourd'hui utilisent nos applications pour des cibles, on parle potentiellement de plusieurs milliers de personnes. Et donc en fait, on en avait marre de ne pas travailler sur tous les aspects qui tournaient autour du produit. Le marketing, la conversion, l'onboarding, la formation, plein de sujets sur lesquels on s'intéressait, ou même parfois on trouvait que nos clients avaient un petit peu trop de mal et qu'on avait pas mal d'idées pour faire mieux, voire beaucoup mieux. Et puis ce truc de travailler autour d'un produit unique, d'arrêter de se disperser dans tous les sens, de travailler sur plein de choses différentes, et même par rapport à nous quatre. On était systématiquement les uns et les autres en train de travailler sur des projets différents, manager des personnes différentes. Et donc on arrive au premier semestre 2021, plutôt mars, allez même disons début avril, on se pose tous les quatre autour d'une table et on se pose une question. Comment nous, avec notre background, nos expériences, nos connaissances qu'on a appris même à l'école, on peut changer la vie de milliers de personnes le plus rapidement possible, avoir de l'impact, être capable de changer un marché, de le transformer profondément. Et donc à partir de là, on aligne littéralement tout ce qu'on sait faire, des années et des années de freelancing, de l'expérience au travers de plusieurs clients dans des domaines de comptabilité, notre propre perception des problématiques, des besoins de nos clients, le tout pour en former, je dirais, le produit qui est devenu aujourd'hui Abby, c'est-à-dire accompagner l'entrepreneur indépendant dans sa structuration et son développement. Lui donner la capacité de se déployer, de se développer, sans qu'il ait besoin de se poser de questions. Je me souviendrai toute ma vie des centaines de questions que j'avais en tête au moment où on me lançait. Mais qu'est-ce que je dois déclarer au juste? J'ai un abattement, mais c'est quoi cet abattement? Comment il est calculé? Qu'est-ce que je dois payer au bout? La CFE, mais c'est quoi la CFE? Et puis au début, on fait ses factures sur Excel, et puis après, on essaye de les designer, puis j'utilise un logiciel de design, et puis du coup, mes associés aussi. Donc en fait, on a vraiment pu voir toutes les erreurs de l'indépendant, travailler sur toutes les galères liées à la comptabilité, la fiscalité des entreprises, comme des micro-entreprises, et donc le tout mis dans un ensemble, on a cherché à résoudre ce pain. Et donc effectivement, avec Abby, on vient de lever 1,2 million d'euros, levée de fonds qu'on a closé fin avril, pile 2 ans après notre lancement. On a suivi vraiment toutes les étapes classiques d'une startup pour en arriver là. On a lancé Abby en avril 2021. On a défini tout de suite quel allait être le produit, dans quelle direction on voulait aller. On a créé cette vision qui aujourd'hui nous est chère. Et tout de suite, je suis parti à la recherche de fonds. Concrètement, on a levé un petit peu moins de 200 000 euros sur un deck. Littéralement un deck, une idée de produit et un produit qui commençait seulement à être développé. L'avantage, c'est comme on est 4 cofondateurs ingénieurs de base, le développement, notre V1, qui était même pas forcément un MVP, un minimum viable product, on était vraiment sur une V1, on savait exactement où on voulait aller, on savait quels étaient les pains, on connaissait le marché. Donc en fait, on a tout de suite développé un premier produit qui a plutôt plu, en tout cas à la première base d'utilisateurs qu'on a commencé à avoir. Et puis de là, on a trouvé notre product market fit. On a relevé un petit peu d'argent. Cette deuxième petite levée de fonds, donc qui complétait entre guillemets notre précide, nous a permis vraiment de développer le business model qui allait autour de ça. Continuer à approfondir notre product market fit, rendre nos utilisateurs entre guillemets addicts de notre application pour ensuite les monétiser du mieux possible. Et donc deuxième levée de fonds, novembre-décembre 2021, qui nous a permis de financer pendant 1 an le développement du business model à proprement parler. Le fait est qu'on a dû pivoter de business model, parce qu'en fait ça marchait pas du tout, et donc on fait ce que beaucoup de startups font, et c'est pour ça que je disais qu'on est passé par toutes les étapes d'une startup, et pivote de business model, ce qui est très dur, hein, mentalement ce qui est très très dur, pour se lancer à fond dans l'abonnement début juillet 2022. Et à partir de là, comme dirait l'autre,
l'autoroute du bonheur. On a enchaîné objectif sur objectif, une croissance exceptionnelle et exponentielle, pour arriver début 2023 avec des métriques exceptionnelles. Et donc à partir de là, on avait aligné littéralement toutes les étoiles pour aller chercher notre série cible. Et là, process très classique. On avait un accélérateur, donc on a énormément travaillé avec eux. On a fait une liste de business angels et fonds qui pouvaient nous intéresser. Et ensuite, on part à la chasse. C'est exactement la même chose que de la vente. J'ai fait pendant 3 mois, 4 mois, disons, si on prend vraiment le process complet, j'ai fait de la vente. Je suis allé chercher les gens un par un, essayer d'avoir des calls, les garder en haleine, parce que celui que tu as réussi à avoir au tout début, il faut que 3 mois plus tard, il soit toujours chaud. Donc vraiment avoir ces calls intermédiaires, présenter les métriques, faire rencontrer mes associés, leur faire participer à des événements qu'on organisait, vraiment maintenir ces gens en haleine, jusqu'à arriver au bout de 2 mois, où en fait on avait 60% d'argent en trop. Littéralement, on avait un montant, 60% de ce montant, c'était en trop, par rapport à notre objectif de levée de fonds. Fait qui visiblement est assez exceptionnel dans ces temps un petit peu compliqués pour les levées de fonds de start-up. Et donc en fait on en est arrivé là comme ça, et puis fin avril, on a pu annoncer à tout le monde que effectivement on avait réussi à close cette première vraie levée de fonds. Je dis première vraie avec un peu de guillemets quand même, puisque avant c'était du pré-seed, c'est un petit peu particulier. En plus de ça, on a utilisé nous des véhicules financiers qui nous permettaient de ne pas avoir d'actionnaires tout de suite. Donc on avait quand même une main très libre pour exécuter le business sans pour autant avoir à s'alourdir en termes de gestion avec beaucoup de reporting pour les actionnaires, etc. Ce qui est évidemment plus le cas aujourd'hui, même si on garde une belle mainmise sur notre business. Et puis alors, si je devais donner une difficulté, parce qu'en fait, concrètement, nous, notre levée de fonds s'est excellemment bien passée. La valorisation qu'on a donnée à l'entreprise est largement au-dessus des standards qu'on observe maintenant. On est plus dans les standards de 2020-2021 et encore, on est peut-être même un cran au-dessus encore. Par contre, la vraie difficulté pour moi, c'est que c'est inévitablement une période pleine d'adrénaline. Je me réveillais ultra tôt le matin alors que je suis pas forcément un lève-tôt. Très excité. Ok, on y va, c'est vraiment, on va au champ de bataille, on est là pour se déchirer, on a envie d'avancer, on est ultra motivé. Et en fait, c'est que pendant 3-4 mois, je faisais des journées de fou furieux, tout le temps concentré. Parfois, je faisais des calls, des meetings avec mes investisseurs, pour ceux qui étaient à l'autre bout du monde, en fin de journée, ou quand je dis fin de journée, c'est du 23h, minuit, 1h du matin. Ça m'est arrivé de faire des trucs très tard, très tôt, pour vraiment pouvoir plaire à tout le monde, essayer d'avancer, avoir les meilleurs contacts possibles. Et puis de toute manière, c'est ma vie de CEO, de pouvoir m'organiser. En plus de ça, il fallait évidemment piloter l'entreprise. Alors j'ai 3 cofondateurs qui sont exceptionnels, donc inévitablement ça a été simplifié, en tout cas en ma position, si je compare mon expérience avec celle d'autres CEO. Et en fait, je crois que le plus dur, ça a été post-closing. C'est qu'on a close cette levée, on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, les médias, etc. Et à partir de là, c'était fini. Entre guillemets, c'était fini. On venait de passer cette période de levée de fonds, on s'est félicité, on a ouvert une bouteille de champagne, on a bu à notre propre santé et à la santé de notre activité. Et après, je me suis retrouvé dans un trou. En fait, c'est plus pareil, quoi. On n'a plus cette levée qui nous pousse tout le temps. On n'est plus vraiment au front constamment, à aller chercher de l'argent, à avoir ce truc qui nous booste constamment. Vraiment, d'un coup, j'ai eu l'impression de ressentir un vide monumental. Alors évidemment, j'ai très très vite trouvé de quoi le combler, puisque du travail, il y en a sur des millénaires. Mais vraiment, ce truc post-levée de fonds, ce sentiment de vide où en fait, on vient de traverser une période ultra excitante et d'un coup, tout se calme. Maintenant, il faut exécuter. Il y a des responsabilités. On a vendu quelque chose aux investisseurs. On est là pour l'exécuter. Ok, ça c'est excitant. Mais c'est pas pareil. Et c'est vraiment pas du tout pareil. Donc en fait, je dirais que c'est cette période où on est blindé de chez blindé. On travaille comme des malades. On lève des fonds, on pilote, on structure, on fait un peu de stratégie. On continue à porter la vision. Nous, on a lancé nos premiers recrutements. Et puis d'un coup, ça se finit. Et puis il y a beaucoup moins de choses à faire, inévitablement. On passe de dizaines et dizaines de calls par semaine à plus rien, ou pratiquement plus rien. Il faut quand même travailler un peu, évidemment, sur la stratégie, ce qui va arriver. Mais c'est beaucoup moins prenant.
Et donc, il a fallu se remettre en route petit à petit, vivre cette période en mode, bon, bah ok, j'en profite, je respire un petit peu, etc. Mais ça n'a pas été super facile à vivre. Chez Abi, on a vraiment mis l'humain au centre de nos valeurs. Alors évidemment, au niveau business, le client est au centre de notre activité, c'est à lui qu'on rend un service. Mais pour exécuter tout ça, notre vision, nos valeurs, c'est de dire que l'humain est absolument essentiel. À chaque fois que je recrute un nouveau collaborateur, je fais toujours cette métaphore. Si on prend une équipe de basket composée que de numéro 10 mais qui ne savent pas jouer ensemble, ils vont perdre à 100% du temps contre une équipe de gens moyens mais qui savent parfaitement bien jouer ensemble. La synergie qui est créée quand il y a une vraie entente dans l'équipe, quand il y a une vraie cohésion, une capacité à travailler ensemble, est toujours beaucoup plus forte que des individualités même très fortes. Et donc en fait, notre pari, c'est de recruter que des numéros 10 dans un collectif ultra soudé. On a vraiment une relation qui est assez particulière avec nos collaborateurs. On est vite très proches, on leur laisse énormément d'autonomie. Aucun tabou, mais alors absolument aucun tabou. Parler d'argent, de salaire, de vision, de stratégie, de problèmes, je n'ai absolument aucun souci avec ça. Et avec mes associés, on a toujours été très clair là-dessus. Inévitablement, c'est très positif pour l'exécution. On a une équipe qui est très soudée, très motivée, très proactive. Donc les gens travaillent fort, travaillent même beaucoup parfois quand les périodes le demandent. Et on est vraiment excellent sur l'exécution. On arrive très très bien à dérouler le plan d'action. On est très bon en termes de delivery. D'ailleurs, nos clients nous le disent beaucoup. Mais par contre, en tant que dirigeant, parfois ça peut créer des petits problèmes. Ah oui, parce que on a parlé de pivot juste avant. On a fait un pivot en juillet 2022. Et malheureusement, accompagné de ce pivot, on a dû restructurer l'entreprise. On était dans une période compliquée, on avait besoin d'une meilleure visibilité financière. Et donc, il a fallu se dire, ok, il faut qu'on coupe un petit peu dans les dépenses. Alors, inévitablement, il y a des gens qui n'avaient même plus leur place. Donc là, on a pu, c'est des erreurs de notre part, évidemment, hein, c'est toujours une erreur des dirigeants de toute manière. Recruter un mauvais collaborateur, c'est pas parce que le collaborateur est mauvais, c'est parce que les dirigeants ont eu une mauvaise vision au moment du recrutement. Bon. Et donc, on a dû faire cette restructuration et en tant que CEO, être très proche de ses collaborateurs, être capable de leur parler comme si c'était des amis, hein, très concrètement. Et d'un autre côté, devoir prendre des décisions difficiles, ça rend les choses encore plus compliquées. Maintenant, notre vision, c'est de dire, ok, c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est beaucoup plus dur de se séparer de quelqu'un quand on a été proche de lui. C'est beaucoup plus dur de taper sur les doigts de quelqu'un qui a mal fait quelque chose, qui fait des erreurs à répétition, peu importe, quand on est proche de lui. Mais c'est que plus dur pour nous. C'est-à-dire pour le collaborateur lui-même, ça recadre un peu, peut-être que c'est un petit peu plus violent parce que ça vient de quelqu'un de proche, mais au global, ça devient surtout compliqué pour les dirigeants. Et en fait, endosser cette difficulté, pour moi, c'est absolument pas un problème. Ce qui compte, c'est ce qu'on est capable de faire avec l'entreprise. Si on a réussi à créer un collectif le plus exceptionnel possible, le reste, c'est uniquement des difficultés que les dirigeants ont à surmonter. Et j'estime qu'il est largement rentable d'avoir à souffrir un peu plus sur certaines thématiques que de devoir ramer avec des collaborateurs qui ne sont pas investis, qui n'ont pas envie de faire avancer l'entreprise. Nos plans d'avenir pour Abi sont quand même relativement simples. Contrairement à beaucoup d'autres entreprises dans notre secteur d'activité plus ou moins proche de notre marché, on a fait le pari inverse. La plupart sont entre guillemets agnostiques sur les fonctionnalités à déployer. Les experts comptables en ligne, les outils tout en un en ligne, ils vont aller cibler plein de gens différents avec une application et devoir se concentrer sur la capacité de servir vraiment toutes ces catégories de population. Nous, on a fait le pari totalement inverse. On est prêt à travailler sur un produit très large, mais avec une cible unique. Et notre pari, en fait, c'est de dire que c'est comme ça qu'on arrivera à créer le meilleur produit possible, celui dont les gens n'ont absolument plus envie de se passer. Et donc, en fait, l'idée, c'est de continuer dans ce sens. Ce qu'on veut chez Abi, c'est de devenir global dans la vie de l'indépendant. Lui permettre toujours de facturer, gérer sa comptabilité, gérer ses projets, mais aussi ses paiements en ligne, de connecter les outils dont il ne peut pas se passer même s'il utilise Abi, de pouvoir aller encore plus loin avec son activité, d'avoir une empreinte ou une emprise physique sur l'indépendant, pouvoir le rencontrer, organiser des événements, lui permettre d'avoir un pied-à-terre un petit peu partout en France.
On a vraiment cette envie et cette volonté de devenir très global dans la vie de l'entrepreneur indépendant et d'être en capacité petit à petit de servir tous les pains qu'il rencontre dans sa vie. Et donc Abi, dans 5 ans, c'est littéralement ça. Peut-être qu'on aura commencé à ouvrir des pays à l'international, mais en tout cas, on continuera à servir l'indépendant du plus largement possible. Alors comme je disais plus tôt, on a un gros background au niveau de l'indépendant, de la comptabilité, tous les 4 cofondateurs. En fait, ça va même au-delà de ça, puisque moi-même, j'ai travaillé dans une fintech, mais pas en France, directement dans la Silicon Valley. En fait, j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de pouvoir aller bosser 6 mois en tant qu'ingénieur pour une entreprise dédiée à faire des paiements en ligne avec du cash. Concept très particulier, le concept, vous achetez des cartes prépayées, de tout type, quel que soit le revendeur, ou en tout cas quel que soit le revendeur partenaire, des cartes prépayées sur plein de types de business, et en fait avec ces cartes prépayées, vous pouvez payer en ligne chez les marchands partenaires de cette entreprise. J'ai adoré pouvoir travailler dans cet écosystème. La Silicon Valley a profondément transformé mon mindset. J'ai enfin découvert ce que c'était que vraiment cet esprit d'entrepreneuriat à l'américaine, la start-up américaine, les financements, la croissance, l'ambition même, carrément juste l'ambition. Où en fait, l'ambition, c'est devenu quelque chose de normal. Habitué à la mentalité française où en fait, quand on est plus jeune, on nous dit « t'arriveras jamais à faire ça, t'as trop de rêves plein la tête, redescends sur terre, etc. » Là, c'était vraiment tout l'inverse. C'est t'as pas d'ambition, t'es pas intéressant. Et donc en fait, j'ai pu me développer aussi dans cette mentalité. En plus, j'étais à une période de ma vie où j'étais très preneur de nouveautés. Et donc, ça m'a clairement permis d'évoluer. Cette expérience américaine, je pense qu'elle nous a apporté quand même beaucoup, et notamment 2 investisseurs. Puisque nos 2 premiers investisseurs sont littéralement mes patrons de cette boîte aux États-Unis. Et pourquoi je me suis pas lancé aux États-Unis en fait, parce que mes parents voulaient me voir revenir. Je crois que ça se résume à peu près à ça. C'est que j'étais parti pour une durée limitée de 6 mois, surtout aux États-Unis, où tout ce qui est visa, c'est très strict. Pour partir plus de 3 mois, donc il faut pas un visa touristique, mais un visa qui me permettait de travailler. Donc il y a plein de démarches à faire, c'est une procédure complète. Qui est très chronophage, très longue et un petit peu coûteuse, on va pas se mentir. Il faut compter plusieurs milliers d'euros pour ce genre de cas de figure. Et en fait, le deal avec mes parents, c'était que je rentre et que je finisse mes études quand même. Je vous avouerai que j'ai failli pas rentrer, j'en avais pas du tout envie. Je crois que ça a été un des moments les plus tristes de ma vie, quand je me suis retrouvé dans l'avion au bout de 6 mois pour retourner en France, et où je me suis dit, mince, j'ai fini la meilleure expérience que j'ai jamais vécue. Et donc vraiment à la base, c'était ok, il fallait que je finisse mes études, je venais de faire pratiquement 5 années complètes, il fallait que j'ai ce diplôme, en plus on est attaché à ça, c'était une école privée, donc mes parents avaient quand même grandement financé mes études, donc je leur devais quand même bien ça de rentrer en France. Et en fait, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que avec mes associés, on était morts de faim, on avait envie de créer plein de choses, de travailler sur plein de sujets. Donc en fait, on s'est jamais arrêté. Ça a été la suite logique. Je suis rentré en France, on est resté en France et on a fait des activités en France parce qu'on s'est jamais arrêté. On s'est jamais posé la question de savoir si on allait au bon endroit ou pas. C'est qu'on fait les choses. C'est toujours cette mentalité, on est là pour faire, on avance, on a envie de construire. Personnellement, mon parcours scolaire a été plutôt, je dirais, semé d'embûches. Moi, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur informatique. Donc, rien à voir avec la direction d'une start-up fintech Compatech. Le fait est que, comme on l'a dit juste avant, mes associés sont aussi ingénieurs. On a fait exactement la même école. Maintenant, si je dois parler de mon parcours personnel à proprement parler, il n'a pas été très simple. Alors déjà, je dirais que c'est le truc que vos parents vous répètent quand vous êtes gamin. J'ai de la chance, c'est que par mon éducation, la culture qu'on m'a donnée, j'ai quand même eu pas mal de billes pour réussir à m'en sortir sans avoir besoin de faire grand-chose dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'école, bon, tout le monde s'en sort bien à l'école de manière générale si on arrive à apprendre à lire correctement et à compter correctement. Collège, lycée, je suis passé littéralement au travers des gouttes. En fait, mon problème, c'est que j'ai vécu la pire période de ma vie à ce moment-là. Me retrouver avec des gens que je connaissais pas, pour lesquels je partageais pas du tout leurs valeurs. Enfin, vraiment, je me suis jamais retrouvé confortablement installé, je dirais,
au collège et au lycée. Vraiment, de loin, de très très loin, les pires années de ma vie. J'ai de la chance, c'est que je suis vraiment passé au travers des gouttes. J'ai jamais eu des notes exceptionnelles, d'ailleurs même vraiment à chaque fois au ras des pâquerettes. Je devais tourner entre 10 et 12 de moyenne de la 6e à la terminale, sachant que plutôt à la première, parce qu'en terminale, je crois que je tourne à 8 de moyenne littéralement l'année du bac. Je réussis quand même par des chemins détournés, des sentiers battus, à rentrer en première S, et vraiment toujours pareil, hein. Au ras des pâquerettes, je faisais le minimum de ce qu'il fallait pour que mes parents soient contents, que je réussisse à avoir mon bac. À partir de 14 ans, j'ai commencé à vraiment, 13-14 ans, tout début du lycée, fin du collège, à me prendre de passion pour l'informatique. J'avais pas besoin d'être avec des humains comme au collège et au lycée. J'étais capable de faire plein de trucs par moi-même derrière mon ordinateur. Et surtout, j'ai découvert la puissance de la programmation, de l'informatique à proprement parler. D'être capable de créer. Je me prenais pour un créateur. Mais je parle pas de créateur au sens graphiste ou copywriter. Non, non. Vraiment créateur. J'étais capable de créer des entités. Des projets, des logiciels, des applications, des sites web, des scripts, des serveurs, des hacks, peu importe. J'ai commencé à bidouiller un petit peu dans tous les sens et à vraiment, vraiment m'éclater. D'ailleurs, je dirais que c'est un peu ça qui a sauvé mon bac, puisque j'ai réussi à avoir 20 sur 20 en informatique en terminale au bac. Et donc, voilà, parcours très, très, très moyen. Personne n'avait vraiment d'espoir pour moi. Mes profs disaient que, d'ailleurs, en terminale, la professeure principale de ma classe a convoqué mes parents pour leur expliquer qu'il fallait surtout pas que je fasse une filière générale, et qu'il fallait que j'aille en professionnel, un CAP ou quelque chose du style, parce que sinon j'allais jamais m'en sortir. Bon, le fait est que j'ai quand même réussi à avoir un bac S, même si c'était ric-rac, j'ai réussi à avoir un bac S. De mémoire, j'ai dû avoir 11, quelque chose, 11,5, 11,7. Et puis de là, je me dis, bah cool, je vais me lancer dans l'informatique. Tout ce qui me plaisait au lycée, c'était l'informatique. Je me lance, je vais en faculté des sciences et technologies à Nancy, en filière maths informatique. Grosse erreur, parce que dans maths informatique, il y a informatique, mais surtout il y a maths. Et donc en fait, j'ai découvert que ce qu'ils appelaient informatique à l'université, c'était 10% d'informatique pratique pour de vrai, et 90% de merde. Mais alors littéralement, on peut se le dire, de trucs nuls. Le paradoxe, mais ça c'est pareil, c'est un truc que je m'en souviendrai toute ma vie. D'en parler, rien que d'en parler, ça m'énerve. Mon partiel d'informatique, alors je me souviens plus exactement du nom de la matière, le partiel, c'est fait sur papier, c'est-à-dire qu'on a dû... Et je me demande même si c'était pas écrire un site web et puis il y avait un petit algo derrière qui devait faire quelque chose en Python ou en Java. J'ai dû écrire sur des feuilles comme on a au bac ou en partiel, du code qui était capable de mener des actions. Comment on fait un tableau, je sais pas, en PHP. Je trouve ça absolument incroyable, complètement déconnecté. Et puis un cursus qui était composé très majoritairement de mathématiques, d'électrotechnie, d'électronique tout court, de physique, enfin que des trucs que j'avais pas envie de faire. Et donc en fait ça se résume en... Je passe 2 ans à la fac, je fais 3 fois mon premier semestre en fait. Premier semestre loupé, je redouble. Deuxième semestre où je me donne, je m'arrache. Sans déconner, je m'arrache. Aux notes intermédiaires, les petits contrôles qu'on avait régulièrement, j'avais vraiment des super notes. J'arrive au partiel, je me viande complet. Et donc je loupe aussi mon second semestre. À pas grand chose quand même, hein. Je devais être à 9,5 de moyenne sur les 10 qu'il fallait avoir pour passer. Et donc je discute quand même avec mes profs et ils me font quand même passer au deuxième semestre, donc en semestre décalé. Et au final, il y a le directeur de la promo, je sais pas comment on peut l'appeler, qui vient me chercher au bout de 2 mois pour me dire « Ouais, non, en fait, faut refaire le premier semestre. » Et de là, j'ai abandonné complet. Mentalement, c'était fini pour moi. Et je me suis mis dans un truc qui n'a absolument aucune valeur, enfin en tout cas qui ne produit pas de valeur, les jeux vidéo. Je suis tombé amoureux de World of Warcraft et j'ai passé à peu près 1 an de ma vie à partir de ce moment-là à ne faire que ça. Mais absolument que ça. Alors j'ai progressé très très vite. Je dirais que j'ai fait mes premières armes de leader puisque j'ai très rapidement dirigé un groupe, etc. Bon, ça reste un jeu vidéo, mais j'ai commencé quand même à me construire un petit peu en tant que directeur, disons directeur de quelque chose. Et donc en fait je venais de louper lamentablement 2 premières années. Mon père finit par me dire écoute, je veux bien te payer des études, mais par contre je paye pas pour que tu fasses rien. Donc en gros il m'a pris par la peau des fesses, il m'a ramené à la maison. Il m'a dit de trouver un job, j'ai jamais trouvé un job, donc il me l'a trouvé lui-même. Et en fait à partir de ce moment-là c'est la prise de conscience. Je réalise
que si je continue à ne rien faire, je vais passer ma vie à faire des petits jobs. Le truc qui m'a toujours fait peur. Pour moi, ça se résumait en j'ai gâché ma vie. Et je pensais même qu'il était trop tard. J'avais 19-20 ans, je pensais qu'il était littéralement trop tard. Bon, l'avenir nous dira que, après ces 2 années loupées, je me suis inscrit en école d'ingénieur. J'avais tellement l'impression que j'ai très bien réussi mes études. J'ai réussi à m'entourer de 3 personnes exceptionnelles, donc j'ai encore mieux réussi mes études. Et en fait, ça m'a donné le goût de la vie, ça m'a donné le goût d'avancer, de recréer, de refaire plein de choses, d'utiliser mes compétences à bon escient, je dirais. Et donc, si je peux résumer, toute ma scolarité, ça a été une merde. J'ai réussi à trouver des études qui me passionnaient. Alors, bon, je vous la fais courte, mais ça m'a passionné 2-3 ans. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je serai jamais ingénieur de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai estimé assez rapidement que j'avais fait le tour de tout ce qui était intéressant vraiment dans ce domaine de l'ingénierie informatique. Et en fait, je commençais d'ores et déjà à m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, je suis CEO de Ami. Pour résumer, dans ma vie, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Mais alors, est-ce que c'était des erreurs? Il y a une expression que j'adore, c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, le truc, c'est qu'à partir de là, je considère de moins en moins que j'ai fait des erreurs à proprement parler. J'ai testé des trucs, j'ai vu qu'il y avait des choses qui me correspondaient pas, j'ai essayé. Au final, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une vie ultra remplie. J'ai fait plein de bêtises, des choses dont on peut parler et d'autres dont on peut pas parler. Aujourd'hui, mes erreurs, c'est surtout mes apprentissages. Et des apprentissages, j'en ai eu énormément. De me concentrer sur des choses qui créent de la valeur, par exemple. Jouer aux jeux vidéo, ça n'a absolument aucune continuité. En tout cas, dans mon cas de figure. Aujourd'hui, il y a tout un monde du jeu vidéo professionnel qui est exceptionnel, qui paye très bien, avec des gens très successful, mais en tout cas, à mon échelle, ça n'avait aucun intérêt. Aucune production de valeur, j'y ai passé énormément de temps. Erreur. Ensuite, je dirais, il y a eu ma gestion de l'argent à proprement parler. Je suis fils de gens qui sont pas pauvres mais pas riches, qui plus est, qui sont fonctionnaires. Et donc en fait, j'ai eu une éducation de l'entrepreneuriat, de l'argent qui aujourd'hui me paraît même malsaine. Je vais exagérer dans mon exemple, même j'exagère très fort, mais ça se rapproche un petit peu de cette mentalité parce que j'ai pas été éduqué que par mes parents, mais aussi leur entourage, mon entourage. J'ai eu une nourrice parce que mes parents travaillaient, donc en fait, j'ai eu aussi une culture un petit peu campagnarde de l'argent où l'argent c'est pas très sain. Quelqu'un qui roule dans une grosse voiture, on se demande tout de suite ce qu'il a fait de mal ou qui il a arnaqué pour réussir à en arriver là. Et donc en fait vraiment, c'est pas une erreur, mais je dirais j'avais un problème de mindset au niveau de l'argent, une mécompréhension de ce que c'est que de gagner de l'argent et d'avoir de l'argent. Et aussi cette différence de avoir de l'argent et être riche. Il y a une différence fondamentale entre avoir 1 million d'euros sur son compte bancaire et 1 million d'euros d'assets. Je mettrais vraiment le doigt là-dessus. C'est donc sur le mindset, pouvoir se projeter, créer de la valeur, avancer dans la vie, et une perception de l'argent qui était fondamentalement mauvaise. J'ai toujours voulu devenir entrepreneur. Et en fait, pour une raison assez simple. Je suis inemployable. Inemployable. C'est très égoïste ce que je vais dire. Je me donne une petite excuse avant de commencer, c'est que je suis fils unique. Mais je ne supporte pas travailler pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Je ne supporte pas. J'ai fait des jobs d'été, catastrophe sur catastrophe. Alors, j'avais quand même mes salaires au bout du bout. Mais je passais plus de temps à rien faire, à me cacher, à faire d'autres choses, travailler pour moi, que à faire mon job à proprement parler. Mes stages ont tous été une catastrophe. Excepté celui aux États-Unis, parce que la chance qui m'a été donnée était absolument exceptionnelle, et donc rien que ça a suffi à me donner la motivation pour travailler, mais pour de vrai, et pas faire semblant. Mais par contre, pour le reste, systématiquement, quand j'ai dû travailler pour quelqu'un, ça a été une catastrophe totale. J'ai eu ma seule note en dessous de la moyenne de toutes mes études, en tout cas ma période d'école d'ingénieur, au moment d'un stage dans le sud de la France. Vraiment, je n'ai jamais réussi à me donner suffisamment de motivation pour avancer correctement et délivrer un service qui vaut la paye que j'avais. C'était exécrable. Je faisais vraiment systématiquement le minimum, j'appuie là-dessus. C'était vraiment exécrable. Et donc, la suite logique pour moi, c'était de devenir entrepreneur. Je n'en pouvais plus de travailler pour d'autres gens. Et donc, il fallait que je commence à travailler pour moi. J'ai eu effectivement ma micro-entreprise, même si j'ai eu des stages en parallèle, en partant aux États-Unis, et même aux États-Unis. Et d'ailleurs, je l'ai dit à mes boss, et notamment la personne qui était juste au-dessus de moi.
Je lui ai dit, en plein milieu du stage, je lui ai dit, mais tu sais, je serai jamais ingénieur. Parce que là, ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble, j'en n'en peux plus. Je n'en peux plus. Parce qu'en fait, tout le temps, travailler sur les mêmes choses, ça manque de diversité, je sais pas. Mais, et puis même, mécompréhension de la vision, ne pas pouvoir s'approprier vraiment correctement les valeurs. Aujourd'hui, il y a un truc, tous les quatre, c'est qu'on est ultra fiers. On a créé, non pas une entreprise, mais une société. C'est des gens, des acteurs qui sont chacun uniques, qui œuvrent, qui construisent une pyramide et on le fait tous ensemble. Je trouve ça exceptionnel. Je ne connais aucune boîte, si. Alors maintenant, aujourd'hui, j'en connais quelques-unes. Je pense notamment à quelqu'un, je me permets de les citer, c'est Kudak de Théo Lyon. Vraiment, j'ai trouvé chez eux une boîte qui adhérait à des valeurs similaires à ce que nous, on avait. Et c'est la première fois que j'ai vu ça. En dehors des donneurs de leçons sur LinkedIn qui ont 5 employés et qui se permettent d'expliquer au monde entier comment faire du management et du recrutement. Enfin, pour finir, je vais être très rapide. Je crois qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment. Parce que tous les moments de ma vie ont été ultra constructeurs. Moments très difficiles où j'ai loupé mes études, j'ai fait une profonde dépression, mais ça m'a fait prendre 10 ans de maturité en moins d'1 an. Une passion pour les jeux vidéo qui ne menait à rien, mais qui au final m'a quand même appris énormément de choses sur la vie, et notamment ma capacité à diriger un groupe, à l'emmener quelque part, à strater, organiser. Des études loupées, mais qui m'ont permis de comprendre qui j'étais et ce que je voulais faire. Des jobs tous ratés et stages tous ratés, qui m'ont permis de savoir ce que c'était que l'insatisfaction et aussi de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Donc en fait, vraiment, aujourd'hui, à part ce que je disais tout à l'heure, ce mindset entrepreneur-argent qui est venu un petit peu avec la douleur au fur et à mesure des années parce que j'ai découvert qui j'étais, et ben il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment. Parce qu'en fait, j'ai aimé, rétrospectivement, j'ai aimé tous les aspects de ma vie. Même les moments très durs, vraiment c'est ça, hein, rétrospectivement, eh ben, j'ai jamais autant évolué qu'à ces moments-là. Donc en fait, même ce que je dirais, c'est je me mettrais une petite tape dans le dos au mois d'il y a quelques années, en lui disant, allez mon gars, serre les dents, ça va le faire, tu vas voir, mais continue à en chier. Vraiment, en fait, je résumerais ça comme ça. Ça fait un peu masochiste, mais continue à en chier. Continue à te prendre des barrières, à te prendre des murs, à vivre de l'injustice, à vivre de la démotivation, à te remettre en question. Parce qu'en fait, c'est ce qui me construit et c'est ce qui me permet d'avancer. Et je dirais encore une fois, c'est un truc qui nous caractérise tous les quatre. C'est pas qu'on aime, mais se prendre des murs, prendre des problèmes en pleine face, c'est absolument pas un problème pour nous. Et un deuxième petit mot de la fin. On m'a demandé de donner un mot pour tous les gens qui veulent lancer aussi leur start-up. En fait, je vais même élargir. J'ai envie de dire un truc à tous les gens, c'est arrêtez de vous poser des questions, faites. Il n'y a rien de plus formateur que de faire. Faites des erreurs, inconscientes comme conscientes. Allez-y, tentez, faites des choses, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne prend plus vraiment de risques. Changer de carrière professionnelle d'une année sur l'autre, c'est absolument pas un problème. Perdre 2 ans pendant les études, ça n'est absolument pas un problème non plus. En fait, faites. Allez-y, arrêtez d'avoir peur. La peur amène à rien. Ok, ça permet peut-être d'éviter de faire n'importe quoi non plus, mais même si vous faites n'importe quoi, faites-le. Lancez-vous. Et un dernier truc. Ceux qui trouvent comme excuse qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne idée, c'est une fausse excuse et vous vous mentez à vous-même. Si vous ne vous lancez pas uniquement parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne idée, c'est que vous n'avez pas envie de vous lancer. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'idées pour commencer à entreprendre. Ce qu'il faut, c'est créer de la valeur. Vous prenez le moindre sujet sur lequel vous avez un minimum de compétences et vous commencez à le vendre. Et de fil en aiguille, il y a des opportunités qui vont se créer. Les idées vont venir au fur et à mesure. Au début, je faisais que du développement. Je me suis mis à vendre mes prestations de développement. Alors, c'est même pire que ça, puisque quand j'ai créé mon activité, je réparais des ordinateurs. Et puis, j'ai appris à développer. Et puis, j'ai commencé à vendre mes compétences en développement pour finir aujourd'hui CEO d'une start-up et je ne touche plus à une ligne de code. Rien du tout. Et entre-temps, on a testé plein de trucs. On a essayé de faire du dropshipping, on a essayé de faire du e-commerce classique, on a essayé de se lancer sur des marchés plutôt obscurs. Vraiment, on a essayé plein de trucs, mais le fait de faire créer les opportunités donne les idées de demain et vous permettra d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie. Donc faites. C'était mon portrait de CEO de Habi sur Believe in Me.